En fait, une organisation humanitaire au Kenya, une organisation censée donner de la nourriture aux enfants en difficulté, a bien été arrêtée parce que cette organisation indienne, pendant qu'ils donnaient de la nourriture, avant que les enfants mangent, ces derniers étaient forcés de réciter des prières vers Krishna ou vers la religion indienne. Des petits Africains qui n'ont rien, mais pour manger, en tout cas ici, il faudrait faire la prière de Krishna. C'est une maladie comme pas possible. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait. Super. Donc oui, les amis, au Kenya, il faut qu'on en parle, je pense que c'est très intéressant. Le Kenya a suspendu le programme de cantine scolaire de la Krishna Foundation dans 17 écoles. En effet, ils travaillent dans des endroits reculés du Kenya. C'est dans le comté de Kilifi en particulier, dans la région de Ganze. Le Kenya est un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encouragerai d'aller jeter un coup d'œil. Vous serez ébloui. C'est une communauté très indépendante, une communauté très libre dans la tête. Une mentalité que je trouve très intéressante en tout cas, parmi la population africaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ce qui s'est passé, que cette organisation de non-profit est partie dans les endroits les plus reculés du Kenya pour essayer d'apporter leur participation. Vous savez comment ça se passe généralement. Des fois, ils sont sponsorisés, quelquefois, ils sont pas sponsorisés. Ils vont en Afrique. Vous savez comment ça se passe. On estime que les Africains sont des mendiants en général. Si pas des mendiants, en tout cas des gens souvent en difficulté. Alors pourquoi ne pas faire un tour en Afrique pour voir comment on peut assister? Mais dans ce cas, c'était différent parce qu'ils ne sont pas seulement partis pour aider les enfants en leur donnant à manger. Il y avait aussi quelque chose d'inédit qui s'est passé. En effet, à chaque fois qu'il y avait présentation de nourriture, les enfants étaient là, venus des foyers en pauvreté manifestement, on a besoin de manger. On leur imposait de faire une prière vers Krishna. Ok? Alors les autorités ont appris ceci. D'abord, regardez comment le professeur est en train d'encourager les enfants. La prière de Krishna que je vous explique, c'est ce que nous allons faire ici. Le professeur la traduira en anglais. Vous la trouverez également ici. Commençons par la prière, puis nous mangerons. Il est en train d'expliquer, il faut faire la prière, vous voyez, ce n'est rien. C'est un peu comme le Coran, c'est un peu comme la Bible. Faites seulement la prière et mangez tout le bazar. Ça semble anodin, mais en réalité, vous savez, la prière, c'est beaucoup de choses. Hein. Et puis, ces enfants n'ont pas l'âge de prendre des décisions pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu consentement de leurs parents? Pour l'interrogation. En tant que parents, on nous a appelés. Ils sont allés nous expliquer les règles de ce repas pendant qu'ils nous l'expliquaient. Ils nous ont dit qu'il y avait une prière à dire, mais nous, les parents, avons refusé, car nous n'en connaissions pas le sens. N'importe quel parent ne voudrait pas que n'importe qui vienne raconter n'importe quoi à leurs enfants. Ce serait complètement incohérent. Je pense que si on le faisait à l'insu de l'autorisation des parents, on pourrait être facilement traduit en justice. Alors, le gouvernement kényan s'est levé par rapport à ça. Ils sont tout à fait fâchés. Ce qui a conduit à l'interdiction des vidéos devenues virales qui montraient des élèves à qui on demandait de réciter des prières hindoues avant de recevoir le repas. Voudriez-vous que vos enfants fassent des récitations de prières hindoues avant d'avoir à manger? Bah écoutez, il faudrait reconnaître qu'il y a eu une vulnérabilité dans cette histoire. La vulnérabilité est simple, il n'y a pas à manger. Comme il n'y a pas à manger, n'importe qui pourrait saisir l'opportunité pour y apporter ce que lui veut après avoir apporté à manger. Voilà pourquoi il est très important d'entretenir ses enfants, sa famille, son foyer et tout ce qui t'appartient. Il faudrait s'assurer de garder la porte de sa maison en fournissant ce qu'il y a de nécessaire. Parce que le ventre creux te fera faire des choses que tu ne veux pas. Même quand tu ne veux pas. Quand le petit a faim, il a vraiment faim. Issu d'une famille pauvre. Certainement les Krishna, machin, histoire, ont apporté des trucs intéressants. Des trucs à manger que l'enfant généralement ne mange pas à la maison. Quand vous le faites voir cette histoire, et vous lui demandez, fais la récitation, fais simplement la récitation. Quelles sont les chances? C'est à quel degré que l'enfant aurait le courage de refuser de le faire? À moins qu'il ne soit vraiment entraîné par les parents. Il faudrait le dire, comment les Indiens sont arrivés au Kenya, c'est une histoire historique. En effet, pendant le colonialisme, quand les Anglais géraient encore le Kenya et l'Ouganda, ils avaient besoin de construire des rails de train partant de Mombasa, regardez sur la carte, Mombasa au Kenya, jusqu'à Kampala. L'objectif était très simple. Trouver un moyen très rapide et express de pouvoir piller, emmener au port à Mombasa et partir vendre dans le monde. L'objectif des Anglais était celui du pillage. C'était simple. Mais avant de le faire,
les Anglais avaient besoin de main-d'œuvre et des gens compétents pour construire ces rails. Au lieu de prendre des Noirs africains qui étaient sur place, ils ont préféré aller chercher des Indiens. Ils sont partis chercher des Indiens. Et certaines personnes disent qu'ils sont partis chercher des Indiens parce qu'ils ont trouvé que les Noirs étaient incompétents. Les Noirs étaient simplement des gens bourrés de force, mais sans cerveau, d'après ces rapports. Et pendant ces temps aussi, il y a eu les lions des Tsavo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les lions des Tsavo sont des lions qui ont dévoré beaucoup de personnes pendant cette construction de rails. Beaucoup d'Indiens ont été dévorés. Les Blancs aussi ont été dévorés. Donc c'est comme si ça a sauvé les Noirs. Les lions de Tsavo ont mangé des gens comme pas possible jusqu'à ce qu'il fallait importer un chasseur professionnel venant de la Grande-Bretagne pour venir tuer ces lions. Bon, on a pris aussi les squelettes des lions, on les a vendus aux États-Unis. Jusqu'à présent, on ne les a jamais rendus. Donc, à l'époque, les Anglais ont importé des Indiens. Et après la colonisation, les Anglais sont repartis chez eux. Les Indiens, en tout cas beaucoup parmi eux, sont restés. Certains en Ouganda, d'autres au Kenya. Au fait, je pense qu'au Kenya, ils ont leur propre tribu. On les appelle les Bahindi. Donc, tribu Bahindi. Ils sont enregistrés comme tribus. Et ces Indiens sont ceux qui gèrent évidemment l'économie, les grands business et tout le bazar. C'est les gens qui contrôlent l'économie du pays. Et beaucoup des Noirs travaillent pour ces Indiens, pour la plupart des cas. Et ce sont des gens, malheureusement aujourd'hui, vous trouverez, qui construisent des immeubles, des appartements exclusivement indiens, des restaurants exclusivement indiens, des choses qui sont complètement incohérentes. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont leur communauté totalement à part. Ils ne se mélangent pas avec les Noirs. C'est au Kenya, mais c'est leur communauté à part. Ils ne sont pas parmi tout le monde. Nous vivons chez vous, nous profitons de votre passeport, mais nous ne sommes pas vous. C'est un peu comme ça. Le gouvernement a réagi en suspendant les programmes, évoquant la nécessité de respecter la garantie constitutionnelle de liberté religieuse. Donc vous donnez à manger, prétextant que vous le faites par amour et par sympathie, mais en réalité vous êtes en train de violer les garanties constitutionnelles de liberté religieuse de ces enfants. Vous êtes un peu en train de les imposer. Vous mangez, mais on vous impose notre idéologie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une honte pour le Kenya, parce que ça démontre que comment est-ce que ces gens sont parvenus à arriver dans ces endroits pour aller donner à manger. C'est-à-dire que le Kenya est en train de faillir à ses responsabilités. Qui est censé nourrir ces enfants? Et pourquoi ces enfants sont en difficulté? Pourquoi ces enfants sont en difficulté? Il faut combien d'argent pour nourrir, je sais pas, 700 enfants? Même pas $1000. Tout à fait. En Afrique, même pas $1000 pour le faire. Est-ce que le gouvernement kenyan n'a pas ces capacités? Ben écoutez, le Kenya récemment d'ailleurs a payé à peu près $179 000 le mois à un monsieur, un Américain, pour faire du lobbying pour le Kenya chez monsieur Trump. $179 000 de salaire chaque mois, ok? Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de Kenyans, beaucoup de médecins kenyans qui sont en difficulté, qui ne vivent pas très bien. Il y a beaucoup de gens au Kenya qui sont obligés de partir en Arabie Saoudite pour travailler comme domestiques afin de se faire une vie. Mais c'est honteux, c'est honteux. Le député de Kilifi Nord, Owen Baya, a critiqué la suspension en qualifiant des précipités, des préjudiciables aux enfants vulnérables qui dépendent de ces repas. Donc, un député kenyan dit la décision a été précipitée. Okay? Ce sont les enfants qui vont souffrir. Ils ne mangeront pas. Il y a des gens qui ont tué la honte. Ils ont tué la honte. C'est ça l'Afrique en général. La maladie qu'on trouve à gauche, on la trouve généralement à droite. Et c'est ça ce genre d'histoire. On ne sait pas comment. C'est indigne. Et vous savez, comme je le dis encore précédemment, si vous ne savez pas comment assurer la responsabilité de votre maison, vous ne savez pas comment gérer votre épouse, malheureusement, ne soyez pas étonné si le boss l'appelle à 4 heures du matin pour lui dire, madame, il faut être là à 7 heures. Même pendant le week-end. Malheureusement, c'est ça. Il faut reconnaître ici, le premier mari de votre femme, si elle est travailleuse, c'est son boss, que vous le vouliez. Le premier mari de votre femme, si elle travaille, c'est son boss. Écoutez, il y a des moments où vous demandez à votre femme de faire des choses, peut-être pour vous faire un petit truc à manger, ou peut-être passer un petit moment au lit, d'extra et machin histoire. Elle pourrait dire qu'elle est fatiguée. Et c'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est samedi, je veux me coucher et tout le bazar. Écoutez, regardez son téléphone sonner pendant que c'est écrit le boss ou le patron qui l'appelle au même moment lui disant, écoutez madame, je veux vous voir dans 1 heure au bureau. Et regardez si elle dira non. Elle ne dira pas non. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous soyez le boss numéro 1 de votre... En ayant évidemment les moyens pour effectuer cette histoire. Sinon, vous êtes, mon cher ami, le 2e bureau de votre boss. On va en Ouganda. Pourquoi en Ouganda? C'est très intéressant. Ce genre de comportement n'est pas unique. Okay? C'est pas unique au Kenya. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En fait, en Ouganda, il y a eu une tragédie d'ailleurs qui s'est passée. Comme on disait, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une jeune femme qui est partie en Ouganda, une jeune blanche américaine, Renée Bash. En fait, Renée Bash est partie en Ouganda prétextant qu'elle était médecin. Elle est d'abord initialement partie comme humanitaire, donnant à manger aux enfants, soignant les enfants avec des petites histoires.
donnant des paracétamol, petit à petit des paracétamol, aspirine, traitement des poumons, machin. Elle a commencé à faire des opérations, des chirurgies, sans qualification. René Batch, le syndrome de sauveur blanc, incroyable. Une jeune américaine partie au Ouganda pour aller soutenir des Noirs, évidemment aller aider comme ils aiment aider en Afrique. En fin de compte, a commencé à distribuer des médicaments et après ça, elle a commencé à faire des opérations chirurgicales. Et malheureusement, elle en a tué beaucoup. Plus de 100 enfants étaient morts entre 2010 et 2015. 100 enfants. 100. Des mères ougandaises ont affirmé avoir été trompées, croyant que René Batch était une véritable médecin. Mais en réalité, elle ne l'était pas. Okay? Certains enfants ont été retirés d'hôpitaux pour être transférés à SCH. Imaginez-vous un enfant à l'hôpital ayant été retiré parce qu'on lui a dit, on l'a dit à la maman que voilà, il y a une organisation au nom de SCH gérée par René Batch qui vous donne des soins gratos. Vous retirez l'enfant, évidemment, pour ne pas payer beaucoup d'argent. Vous allez chez René Batch, mais c'est une menteuse. Elle ne l'est pas. Okay? Et ces enfants auraient reçu des soins inadaptés ou insuffisants selon les accusations. En 2019, René Batch a été poursuivi en justice par 2 mères ougandaises et l'organisation Women Pro Bono Initiative. L'affaire a attiré l'attention internationale, notamment grâce à des groupes No White Saviors, donc des gens qui s'opposent à ces White Savior mentality. White Savior, c'est l'idée selon laquelle certains blancs se perçoivent comme des sauveurs des Noirs, des sauveurs du monde. Alors il y a une organisation au nom de No White Saviors qui s'est levée contre cette histoire. On a accusé cette femme de négligence médicale et de paternalisme colonial. René Batch ensuite a été entraîné en justice, mais bizarrement s'est retrouvé aux États-Unis d'Amérique de manière inattendue, impromptue. Et on a conclu l'accord à l'amiable entre elle et certaines de ses mères, après avoir tué plus de 100 enfants. Okay. L'impact plus large, le scandale a suscité les indignations mondiales et soulevé des questions cruciales sur l'absence de régulation dans l'aide humanitaire étrangère. Donc, c'est ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si vous ne protégez pas votre maison, n'importe qui viendra faire la pagaille. Et c'est comme ça. Ça ne se limite pas là. Okay. Au Nigeria, c'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En 1996, une organisation pharmaceutique est partie au Nigeria pour aller conduire des tests et des exercices lors de l'épidémie de méningite qui a fait plus de 12 000 morts au Nigeria. Beaucoup de gens étaient tombés à l'époque. La société pharmaceutique Pfizer a emmené des essais cliniques. Et monsieur Bibi, vous connaissez Bibi? Billy aussi était là. Il avait investi dans cette histoire. Il travaillait sur des antibiotiques expérimentales, la trovafloxacine. Donc, Bill a mis de l'argent pour qu'on développe cette histoire. Mais il fallait tester ça chez des humains. Ils sont partis au Nigeria sans consentement des malades et de leurs membres de famille. Ils ont commencé à faire des... Et pendant cette histoire, beaucoup de personnes sont tombées. On parle de 500 personnes. Plus de la moitié de ces personnes ont reçu le médicament expérimental. Okay? Encore une fois, les parents n'ont pas donné leur consentement dans cette histoire. Ils n'avaient pas dit, OK, donnez à nos enfants ces médicaments expérimentaux. Les familles de victimes ont intenté des poursuites judiciaires au Nigeria et aux États-Unis. Évidemment, pour faire tomber Bibi, ce n'est pas facile. OK? Et Pfizer a nié toutes les fautes, mais finit par... On va aller au Burkina Faso. Là, on accuse le gouvernement d'avoir enlevé 6 juges, quelques avocats et des journalistes. Ils ont disparu ce mois d'octobre 2024. Alors, la question qui se pose, c'est laquelle? Est-ce que M. Traoré ne serait pas ce qu'on pensait au départ? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Les gens n'ont-ils pas le droit d'exprimer leurs sentiments? Ou pas? On va le découvrir tout de suite. On va aller en Allemagne où les Allemands ne veulent plus des Ukrainiens. Un dirigeant allemand veut que les Ukrainiens rentrent chez eux et participent à leur guerre. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de fuir. On va essayer de décortiquer cette histoire et comprendre pourquoi c'est important pour vous. Ensuite, on va aller aux États-Unis d'Amérique, là où Elon Musk vient de dire un truc incroyable. Il vient de dire qu'il lui faut recevoir au moins 25% de Tesla parce qu'il doit avoir des décisions à faire sur quoi? Sur la création d'une armée de robots. C'est-à-dire, il y a une armée de robots qui est en train d'être créée par Tesla. Et Elon Musk, n'ayant que 13% de part, réclame au moins 25% parce qu'il ne veut pas être sans pouvoir au moment où il faudra décider sur comment cette armée de robots va agir. C'est la fin du monde, les amis. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. On se sent bien, ça fait du bien. On va faire ça s'il vous plaît, ça vous coûte rien, ça nous fait du bien. L'objectif ici, c'est de voir un peu très rapidement ce qui se passe autour du monde et en quoi c'est important pour vous. On va au Burkina Faso, voilà. Un très beau pays, un merveilleux peuple. Un lieu très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encourage vivement d'aller jeter un coup d'œil. Alors au Burkina Faso, il y a des accusations qui sont faites. On accuse au moins 6 juges, des avocats, plusieurs journalistes, seraient enlevés et détenus en octobre 2025. Ça, c'est beaucoup de personnes. Ces disparitions s'inscrivent dans une campagne plus vaste militaire contre la
contestation de l'indépendance judiciaire et la liberté d'expression. Évidemment, ce sont des choses qui sont dites par Human Rights Watch. Human Rights Watch, généralement, on le perçoit comme un mouvement pro-occidental, mais dans quelques cas, quand ils racontent des histoires sur comment les choses se passent en RDC, comment les gens sont massacrés, on dit ils font un bon boulot. Il faudrait en tout cas pas sélectionner seulement quand est-ce qu'il faut dire qu'ils font un bon boulot ou pas, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'au Burkina Faso actuellement, il y a au moins 6 juges qui ont disparu, des avocats et plusieurs journalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé lever la voix sur des points dont le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Sont-ils en train de dire la vérité? Est-ce que M. Ibrahim Traoré, que nous aimons tous et qui est adulé par beaucoup de peuples dans le monde, ne serait pas la personne que l'on pensait? N'y a-t-il pas de liberté d'expression au Burkina Faso? Personne n'a-t-il le droit de s'exprimer ou de contester quoi que ce soit? Parce que nous sommes encore dans un régime où il faut exfiltrer ou bouter hors du territoire des terroristes. Si c'est ça le cas, ça prendra combien de temps? Jusqu'à ce que les gens aient la capacité de pouvoir s'exprimer. Alors le contexte, on est en train de lire le contexte que donne Human Rights Watch. Ils disent que depuis 2024 à 2025, plusieurs personnes seraient enlevées par les services de renseignement et forcées à rejoindre l'armée. Plusieurs personnes ont été forcées à rejoindre l'armée. Et certains avaient publiquement, d'après eux, critiqué ou démenti la manière dont le gouvernement présentait la guerre contre les insurgés djihadistes. En effet, il y a eu des personnes qui ont essayé de contrer la rhétorique gouvernementale, disant que la guerre au Burkina Faso, ce n'est pas aussi grave que l'on le prétend. En fait, l'objectif de M. Traoré est de se garder au pouvoir aussi longtemps que possible, prétextant c'est à cause d'une guerre contre les djihadistes qu'il ne peut pas organiser les élections. Et ces personnes pensaient que M. Ibrahim Traoré n'est pas aussi populaire qu'il le prétend. Okay? C'est de la propagande. Et M. Traoré doit organiser les élections. Nous savons que en ce moment-là, il y a eu quelques journalistes qui étaient arrêtés et envoyés au front, évidemment pour voir la réalité sur place, afin de dire à tout le monde s'il y avait vraiment une guerre effroyable ou pas. Bon, quand vous faites des statements, vous dites au public que la guerre n'est pas aussi atroce qu'on le prétend, ce n'est pas aussi grave. N'est-ce pas la meilleure façon de vous faire changer d'avis en vous emmenant voir exactement sur place? On a vu des images des personnes s'excusant, disant qu'en réalité, ils n'étaient pas très bien informés. Est-ce qu'ils ont fait ça parce qu'ils voulaient le faire? Ou bien ils ont fait ça parce qu'ils ont été forcés? Point d'interrogation. Il y a aussi un cas très intéressant de M. Kalifara Serré, un ancien haut fonctionnaire devenu journaliste qui avait été enlevé, d'après le rapport, au mois de juin 2024, après avoir émis en question la propagande de la junte, d'après eux. C'est eux qui appellent junte, c'est pas moi, hein. C'est eux qui disent junte. Notamment les photos du président Ibrahim Traoré faisant un don de sang. Donc le monsieur avait contesté cette histoire, disant que voilà, c'est de la propagande. M. Traoré n'est pas aussi bon qu'il le prétend. Écoute, n'importe qui pourrait donner du sang, c'est ça. Nous, on veut des élections, il faut que les choses changent. Autant ça pourrait sonner injuste, ok. Je pense que dans chaque institution, il doit y avoir des modus operandi. En Ukraine, par exemple, pendant la guerre contre la Russie, tous les partis politiques qui étaient élevés dans un standard neutre étaient éteints carrément. Okay? Le gouvernement ukrainien a exigé à ce que chaque parti, qui n'était pas nécessairement pro-russe, mais chaque parti qui voulait la paix avec la Russie, soit tué immédiatement. Ils n'ont plus opéré, ils ont arrêté de travailler parce qu'ils étaient un peu neutres d'après le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils devraient avoir, d'après eux, leur rhétorique uniforme. On ne peut pas avoir une guerre avec un ennemi pendant qu'il y a des gens qui disent non, c'est difficile, n'est-ce pas? On ne peut pas faire une guerre contre quelqu'un pendant que quelqu'un te tire de derrière, même s'il fait partie de ta famille. Tu as besoin de liberté pour envoyer des coups. Et en Ukraine, on a senti que voilà, il était peut-être important que l'on taise ces personnes jusqu'au moment opportun. D'ailleurs, on a même tué des églises. L'église orthodoxe en Ukraine avait été tuée, carrément, parce qu'on a trouvé qu'ils avaient trop d'affinités avec la Russie. Bon, les gens n'ont pas fait du bruit par rapport à ça. Human Rights Watch n'a pas fait d'écriture par rapport à ça, n'est-ce pas? Ils n'ont pas dénoncé le fait que l'église avait été fermée. Est-ce que tous les personnages de l'église étaient carrément associés à la Russie? Absolument pas. Est-ce que tous ceux qui partaient à l'église à l'époque étaient pro-russes? Absolument pas. Voulaient-ils tous la paix avec M. Poutine? Absolument pas, mais l'église a été fermée. Les partis politiques aussi, personne n'a condamné. On a dit que l'Ukraine a besoin d'uniformité mentale pour avancer et évoluer. Ça a été justifié. Mais pourquoi au Burkina Faso, on a fait toute une histoire? Est-ce qu'en Ukraine, les gens n'ont pas été restreints, arrêtés par le gouvernement? Absolument, il y en a eu beaucoup. Mais on n'a pas mis d'emphase par rapport à ça. Ce n'est pas pour dire que si ça se fait au Burkina Faso, c'est acceptable. Ce n'est pas ce que je dis. L'objectif ici, final, c'est pour que les Burkinabés soient heureux. Ok? On ne veut pas avoir des Burkinabés qui périssent, qui souffrent, qui sont en difficulté. On pourrait aussi comprendre pourquoi un gouvernement local, logique, ne voudrait pas qu'il y ait des apports négatifs par rapport à leur travail acharné qu'ils font. Et bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Traoré est peu à peu en train de se transformer en un autoritaire? Ou bien M. Traoré est en train d'appliquer un système tout à fait justifiable dans les conditions dans lesquelles il sort? Maintenant, nous partons en Ukraine. En Ukraine, en effet, c'est en Allemagne que nous allons. Le chef d'un parti politique allemand réclame des mesures frénétiques dans l'afflux contre les Ukrainiens. Ok? D'après lui, il y a beaucoup trop d'Ukrainiens dans le pays. Ils doivent rentrer chez eux. Généralement, quand les Blancs disent ce genre d'histoire à propos des Noirs, les Noirs se fâchent, prétextant que c'est du racisme. Ah, ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs, voilà pourquoi ils veulent que nous partions. Pendant ce temps, bon, c'est apparemment pas tout à fait ça, parce que les Ukrainiens sont des Européens
Européens aussi. Un monsieur au nom de Marcus Soder dit que les Ukrainiens doivent rentrer chez eux et se battre. Ils doivent faire la guerre. Ils doivent défendre leur territoire. En tout cas, ils ne doivent plus fuir. Il demande à ce que le gouvernement allemand et que l'Union européenne force à l'Ukraine de retenir ses enfants, en tout cas ses garçons, dans le pays pour faire leur guerre. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens partant en Allemagne, ça veut aussi dire que l'Allemagne doit dépenser beaucoup plus d'argent dans beaucoup d'histoires. Ces déclarations, évidemment, sont suite à la décision de l'Ukraine en août 2025 de lever les interdictions, empêchant les hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter le pays. Je vous rappelle ici qu'au début de la guerre, quand ça a commencé contre la Russie, l'Ukraine a saisi tout le monde, tous les hommes, tout le monde âgé de 18 à 60 ans devrait être circonscrit et aller faire la guerre, résister contre l'ennemi. De 18 à 60 ans, il faut aller faire la guerre. On n'a pas dit non, on laisse la guerre aux militaires. Oh non, il y a déjà des soldats qui font ça, nous on va danser. Oh non, on va aller regarder au football, ils vont faire la guerre. Oh non, on va au stade parce qu'il y a concert. Non, tout le monde est 18 à 60 ans. Contrairement à quoi? Contrairement à la République démocratique du Congo, le pays de Kanyinda. Enfin bref, je pense que c'est important, nous sommes tous africains. Si ça se passe au Cameroun, on doit en parler. Quand Biya est là pour toujours, le Cameroun mourra avant Biya. On en parle, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique. En cherchant à faire venir tous les hommes à l'armée, il faut en parler aussi. Quand ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est Madame Gbagbo qui va passer au bout. Il faut on parle partout. Il n'y a pas de limitation. En RDC, qui apparemment est en guerre contre le Rwanda et autre chose, 100 millions d'habitants, peut-être 80 millions d'hommes, je sais pas, au moins 60 millions au moins, bon, qui ne veulent pas faire la guerre. Les gens préfèrent faire la fête, aller danser, concert, machin, histoire. Il faut faire concert, c'est pas grave, mais il faut faire les concerts quand il n'y a pas de guerre. Il faut laisser la musique à ceux qui sont dans des pays où il n'y a pas de guerre. Là, il faut les laisser la musique. C'est ça. Il faut faire comme l'Ukraine. On peut pas commencer à pleurnicher sur un pays là, 8 millions d'habitants, mais vous êtes à 100 millions. Vous avez peur. Vous commencez à pleurer l'Union européenne, l'Union africaine. On fait même ça. C'est quoi l'histoire là qu'ils font là comme ça? Bloquer la bouche là, ça a fini la guerre. Absolument pas. À un moment donné, il faut mettre sa culotte. Il faut pas pleurnicher. C'est dans cette mentalité qu'il y a des assaillants qui viennent dans votre maison, touchent les fesses de ta mère, tu regardes comme ça, on te force à coucher avec ta fille. Oh non, le Seigneur. Il y a même une vidéo là que j'ai vue là récemment. Là, monsieur là de l'AS. Au Mali, oui, au Burkina, oui, au Niger, oui, nous avons des armées qui veulent se battre. Ne compare pas avec la RDC. La RDC, ils veulent faire la musique, ils veulent danser, ils veulent louer Dieu. Laisse-les là-bas. Eux, ils ont un autre problème. Ici, dans le Sahel, nous avons affaire à des armées courageuses, déterminées. Quand les Assimi Goïta s'étaient battus, avaient marché sur Kidal, avant d'être arrêtés par qui? Par la France. Mais ils se sont battus. Ils n'ont même pas besoin de Français pour se battre. Ils ont dit, nous voulons les équipements pour nous battre. Quand les Burkinabés commandent les armes, la France bloque les armes parce qu'elle sait que les soldats burkinabés sont courageux, vaillants et qu'ils vont tuer ses amis les terroristes. Quand même, il y a des faits. On ne va pas aujourd'hui revenir. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire que les assaillants terroristes, ces djihadistes-là, n'ont jamais récupéré d'armes auprès de soldats qui les ont abandonnés? Voilà, c'est de ça dont je parle. Oui, les soldats aussi récupèrent les armes des djihadistes. Bon, bref, laissons la RDC tranquille. Je pense qu'il y a un concert ce week-end. Alors, voilà ce qu'on disait au départ. Quand la guerre a commencé en Ukraine, l'Ukraine a forcé à chaque homme de 18 à 60 ans de faire l'armée et défendre la patrie. C'était obligatoire. On n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Des fois, il faut prendre des gens de force parce que les gens ne réfléchissent pas. En fait, ils ont perdu la masculinité. Vous savez, en Ukraine, on ne prie pas beaucoup. Les gens qui prient beaucoup ont peur de la mort, pour la plupart. Non, je vous dis la vérité, il faut prier juste assez. Il faut pas trop prier. Quand tu pries trop, tu commences à expliquer tout. On a touché les fesses de ma mère, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Tu vois, même dans ce verset-là, on avait même touché l'épaule de la femme de Mathiadas. Mathiadas n'a pas tué. Mais Mathiadas a pleuré. Il a pleuré devant un roc. Et le sang a coulé. C'est ça. On va continuer. En Ukraine, on a dit de 18 à 60 ans. On va aller faire l'armée. Si de 18 à 60 ans, vous faites l'armée, d'accord. À un moment donné, au mois de 28 août 2025, le cabinet de ministre ukrainien a approuvé la modification permettant aux hommes de 18 à 22 ans de voyager librement à l'étranger. Et cette mesure, évidemment, visait à encadrer les passages frontaliers en période de loi martiale et répondre à des pressions croissantes des familles et de groupes de jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui voulaient étudier à l'étranger, qui voulaient sortir. De ce moment-là, au mois d'août 2025, de 18 à 22 ans, vous pouvez partir. Alors, l'Allemagne dit, à travers Marcus Sober, qu'il faut qu'ils rentrent chez eux. Alors, a-t-il raison ou pas? Ok, maintenant nous partons aux États-Unis d'Amérique, où Elon Musk dit qu'il faut faire très attention. Il voudrait avoir au moins 25% de Tesla pour empêcher à ce que les mauvaises décisions soient prises sur l'armée militaire de Tesla. On parle ici d'une armée de robots. Oui, les amis, vous entendez très bien. Ça vous fait penser à quoi? Tudum, 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 tudum. Ta-da-da, ta-ta.
Ok. Terminator. Ça arrive. Les films, c'est pour vous prévenir de ce qui va arriver dans le futur. Ne vous en faites pas. Tout ce qui existe aujourd'hui avait déjà existé dans le passé. Le téléphone existait déjà dans les années 60. Le cell phone, téléphone portable. 60, ça existait déjà. Mais ce n'était pas entre les mains des civils. Ah oui, Elon Musk a soutenu que les robots humanoïdes pourraient transformer la société en remplaçant le travail manuel et en réduisant la pauvreté. C'est vers ça qu'ils partent. Secondo, Tesla a pour objectif de faire quelque chose de très intéressant. Elon Musk veut 1000 milliards de rémunération boursière s'il parvient à faire atteindre la valeur de Tesla à 4000 milliards de dollars. C'est-à-dire quoi? Tesla actuellement vaut à peu près 1000 milliards. Ok? Maintenant, Musk fait une promesse que s'il atteint 4 fois la valeur de Tesla, il voudrait avoir aussi 1000 milliards qui représentera 25% de bourse des parts de Tesla. Bon, on va expliquer calmement. Beaucoup de personnes pensent que Elon Musk est le propriétaire de Tesla. C'est d'une part vrai, mais il n'a que 13% des parts de Tesla. Ok, c'est ce qui lui appartient, 13%. Les autres parts appartiennent à des investisseurs et à beaucoup d'autres personnes. Okay? Lui, il a 13%. Et ça lui permet de prendre des très bonnes décisions à 13%, évidemment. Une rémunération boursière est une récompense qu'on donne généralement à un patron d'une très grande entreprise. Ça pourrait être un CEO, un PDG, après avoir effectué un travail énorme, après avoir accompli les objectifs de l'entreprise. C'est fait dans l'objectif de motiver le PDG afin d'atteindre ses objectifs finaux. Maintenant, dans ce cas, Elon Musk a demandé, je voudrais que l'on me donne 1000 milliards en valeur de bourse si je parviens à quadrupler la valeur de Tesla actuellement. Maintenant, en quadruplant la valeur de Tesla, il aura quoi? Les 1000 milliards vaudront 25% de Tesla. On est ensemble. Parce que Elon Musk voudrait avoir la capacité d'avoir des décisions à prendre en ce qui concerne l'armée de robots qui sera créée par Tesla. En d'autres termes, si la capitalisation boursière de Tesla atteignait 4000 milliards de dollars et que Musk détenait 25%, sa participation vaudrait 1000 milliards de dollars. Musk affirme que son objectif, ce n'est pas la richesse personnelle, mais le contrôle stratégique du futur de Tesla. C'est-à-dire, il y a le développement d'intelligence artificielle, le Tesla Optimus, robot humanoïde, des robots en forme d'humains qui seront des cuisiniers, des médecins, d'après lui les meilleurs médecins du monde, et ça pousserait à ce qu'il n'y ait plus de gens en train de travailler. Les véhicules autonomes, l'infrastructure énergétique et aussi l'armée robotique. Monsieur Musk dit ceci. Il soutient que sans pouvoir avoir des votes forts, il ne se sentirait pas capable de diriger la vision de l'armée des robots de Tesla, craignant les interférences de la part des conseils de l'administration et des investisseurs. L'armée des robots arrive, les amis. Ce n'est plus du cinéma. L'armée de robots faite par Tesla arrive, mais il veut avoir contrôle sur cette armée de robots. Il ne veut pas avoir des interférences venant du conseil d'administration et des investisseurs sur comment on va utiliser cette armée de robots. Pour le reste, je vous laisse réfléchir. Vous êtes des gens très intelligents. Aujourd'hui, évidemment, on a parlé du Burkina Faso. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que M. Traoré serait en train de devenir autoritarien ou bien M. Traoré fait ce qui est nécessaire pour le Burkina Faso? On a touché l'Allemagne, montrant ainsi que le fait de vouloir que les gens rentrent chez eux pour faire la guerre ou rentrent chez eux pour améliorer les choses n'est pas toujours un sentiment raciste. Parce que si c'était des Noirs, on dirait, en le justifiant, que c'était du racisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'y a-t-il à copier de ce système où on demande aux gens de 18 à 60 ans d'aller faire la guerre au nom de la patrie? On a parlé d'Elon Musk qui demande évidemment des parts, des positions. Je pense qu'il est important que l'on discute dans cette histoire dans le respect possible. Alors, au Cameroun, au pays des lions indomptables, indomptable, ça dépend. En tout cas, M. Biya a dompté les lions du Cameroun, ça c'est clair, c'est évident. C'est lui le vrai lion. M. Paul Biya, d'après les prévisions, d'après les déclarations provisoires, a été déclaré vainqueur avec plus de 53% de voix. Ok, M. Paul Biya serait président de la République au Cameroun, encore une fois. Que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre ça. On ne veut pas de M. Biya, mais bon, est-ce que ça change la réalité? Si M. Biya a gagné le pouvoir, il a encore gagné les élections pour une 8e fois. Ce n'est pas parce que vous dites que non, il n'a pas gagné et que ça changera quoi que ce soit. En tout cas, on va essayer de voir ce qui se passe au Cameroun actuellement. M. Biya a été déclaré provisoirement président de la République pour la 8e fois. Cela marquerait, comme on dit, le mandat une 8e fois.
ce n'est pas facile. Pourtant, son règne a plus de 43 ans. Il est venu au pouvoir en 1982. Ça fait très longtemps quand même, ok? Ça fait très longtemps qu'il est au pouvoir et il a institué une structure tout à fait biaïenne, ok? C'est son principal rival, Issa Chiroma Bakari, a revendiqué la victoire et a appelé Biya à concéder sa défaite, ok? Donc le rival a dit, monsieur, concédez votre défaite, c'est moi qui ai gagné. Vous savez, généralement, quand il faut signaler en avance, avant la publication officielle qu'on a gagné aux élections, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays très difficile. Et ça, c'est évident. Quand il faut que l'opposition commence à signaler d'avance, nous avons gagné, c'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on vit dans des conditions très difficiles. Monsieur Issa Chiroma Bakari a lui-même travaillé avec Monsieur Biya. Dans le passé, il était ministre. Ils ont travaillé ensemble jusqu'au moment où il a décidé qu'il était temps pour lui de poursuivre son élément à l'individuel. Il est devenu opposant du président Biya. Alors, on va essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe au Cameroun. Et pour ça, je pense qu'il est important de rentrer dans le temps. Le Cameroun est un pays très intéressant ici. C'est un pays qui regorge beaucoup de choses. Les forêts, les savanes, les animaux, la culture. Le Cameroun est un pays assez riche sur beaucoup de plans d'ailleurs. Sur le plan langage, je pense qu'il y a plus de 250 différentes langues au Cameroun. C'est une richesse énorme. En effet, le Cameroun a été fondé par les Allemands, il faut le dire comme ça, après 1884 à Berlin, après leur discussion, ce sont les Allemands qui ont établi le Cameroun. Mais en 1916, après la Première Guerre mondiale, les Allemands, après être défaits par les Américains et les Anglais, ont vu leur protectorat pris par les autres forces, c'est-à-dire la France a pris une grande partie du Cameroun et l'Angleterre a pris une autre partie, c'est-à-dire 2 régions du Cameroun qu'ils ont contrôlées en 1916. Et la partie contrôlée par la France a été devenue carrément une partie française, où on parlait français comme langue officielle et les institutions étaient basées en français. La partie anglophone, évidemment, comme vous imaginez, était aussi gérée par les anglophones. Donc 2 systèmes totalement différents dans un même pays, des gens qui se ressemblent et qui ont évolué comme ça pendant très longtemps. En 1960, la partie francophone acquiert son indépendance. Alors ils vivent comme ça pendant un temps et ensuite se décident de se mettre ensemble. Okay? On va essayer de se mettre ensemble, se réunir et former une famille. Et c'est comme ça qu'il devient un seul pays. Mais avec le temps, malheureusement, les anglophones pensent que les francophones prennent soin d'eux-mêmes. Okay? C'est-à-dire les institutions sont en français, le pouvoir est entre les mains des francophones, les établissements sont construits dans l'espace francophone, pendant que les anglophones se sont négligés et délaissés à eux-mêmes, dans la pauvreté et la misère. Alors cette frustration grandit et engendre beaucoup d'histoires plutôt négatives. En fin de compte, on voit surgir des groupes de personnes qui veulent devenir séparatistes ou carrément qui veulent avoir un pays à eux-mêmes. Parce que d'après eux, leur raison est légitime. Le Cameroun francophone veut dominer sur le Cameroun anglophone, qui est totalement négligé. Alors c'est comme ça, l'une des raisons pour lesquelles vous voyez tout ce qui se passe au Cameroun sur le plan, ce qu'on appelle terrorisme, séparatisme et tout le bazar. C'est carrément à cause de 2 systèmes opposés, si vous voulez. Alors je pense qu'il est important de dire ici, Monsieur Biya est né en 1933. Okay? Il est au pouvoir depuis très longtemps. Ça fait 42 ans au pouvoir. Et à côté de lui, il y a Obiang qui est carrément l'homme le plus vieux au pouvoir. Si M. Biya fait son mandat, il sera le tout premier président à 100 ans d'âge. C'est du jamais vu. Maintenant, encore une fois, beaucoup de personnes se posent des questions de savoir est-ce que M. Biya veut vraiment être président de la République? Il y a des gens qui pensent que M. Biya, Paul Biya, ne veut pas être président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas des gens assez intelligents au Cameroun pour pouvoir assumer ce rôle? On se pose la question de savoir. Autant on peut être égoïste, mais est-ce qu'on peut être égoïste jusqu'à 82 ans? C'est difficile de le dire. Les gens pensent que la réalité est que c'est ceux qui sont autour de M. Biya qui veulent le garder au pouvoir. Ceux qui sont autour de M. Biya, ses collaborateurs, ses membres de famille, des cousins, des neveux peut-être et autre chose, des gens dont les parents ont travaillé avec M. Biya, qui ont aujourd'hui leur tour, leur opportunité d'accéder au pouvoir, veulent que M. Biya reste au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est l'argent, c'est le pouvoir. Malheureusement, il faut vous le dire, les Bantous en général adorent le pouvoir. Ah oui, il faut permettez-moi. Hein. Vous savez, les gens sont très différents. Il faut traiter les gens selon ce qu'ils sont. C'est ça la vérité. Les stéréotypes sont simplement basés sur des faits vrais. Ah oui, quand on dit cette population là-bas est très impolie en général, est-ce qu'on parle de tout le monde? Absolument pas. Ces stéréotypes est basé sur quelque chose de vrai. Quand on dit ces gens là-bas sont violents, ok, on sait que les Zoulous, ça rigole pas. Vous badinez pas avec un Zoulou, il va, s'il sort son histoire, c'est pour t'achever. Ils sont pas comme les Bantous du centre qui crient beaucoup, font beaucoup de bruit pour ne rien faire. Ce sont des gens qui peuvent t'intimider, te terroriser sur Internet. Mais quand tu le vois face à face, ils regardent à côté. Le Zoulou, c'est pas comme ça. Ils font pas beaucoup de bruit. Ils font très peu de bruit, mais beaucoup d'action. Ok, il y a des gens quelque part, prenons par exemple des nilotiques. Les nilotiques, ils font pas du bruit du tout. Ils n'en font pas. Quand
c'est ton ennemi, tu ne le sauras même pas. Il va pas insulter ton visage, ta bouche, tes jambes ou entre les jambes de ta mère. Mais ce sont des gens, quand ils ont envie de te finir, ils te finissent. Et ils prennent ton territoire. Et ils te font fermer ta bouche. Alors, il faut comprendre une chose. Chez les Bantous, en général, il faut dire l'amour effréné du pouvoir. Et généralement, il faut le dire aussi, quand un Bantou prend le pouvoir, un groupe de Bantous en tout cas, c'est généralement pour terroriser un autre groupe de Bantous. Je suis désolé, faut pas tirer sur le messager. N'est-ce pas une réalité? Regardez dans votre histoire et vous verrez. Quand un groupe prend le pouvoir, c'est généralement pour terroriser un autre groupe, agenouiller un autre groupe de Bantous. C'est comme ça. Ce n'est jamais pour élever, jamais pour construire, pour bâtir. Apparemment, c'est la destruction totale. Ceux qui profitent du pouvoir de M. Biya sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui veulent garder leurs mains autour de ce gâteau dont ils ne veulent pas laisser partir à 92 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si jamais ils laissaient le pouvoir passer à une autre main, c'est-à-dire à un autre Bantou, lui aussi fera de même. Il ne voudra pas lâcher le pouvoir. Donc ils sont conscients, ou même inconsciemment, qu'ils ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire, s'il y a des élections, ça ne sera pas honnête. Parce que si on te passe le pouvoir, tu voudras nous humilier, nous assujettir, nous persécuter. Alors, préférons nous-mêmes garder ce pouvoir pour contrôler la situation. Donc, pensez-vous que M. Biya est celui qui veut rester au pouvoir? Ou bien il y a des gens autour de lui qui manifestement veulent garder le pouvoir? Écoutez, ici on dit des vérités qui dérangent, mais on les dit quand même. Il y a une vidéo de la fille de M. Biya, je pense qu'elle s'appelle Brenda, qui a carrément dit qu'elle ne voulait pas que les gens votent son père. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter? Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang ou la personne qui est censée mon père qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Elle a dit qu'elle se retirait de ce fait parce qu'elle en est devenue victime elle-même. Parce que tu en as profité sur le plan financier toute ta vie. Les avantages que beaucoup de personnes n'ont jamais eu, tu les as eus. C'est pas aujourd'hui que tu vas crier au mea culpa. Bah, écoutez, quelque part aussi, elle n'avait pas besoin de le faire. Elle était sous aucune obligation de dire, voilà, les amis, il faut pas voter mon père. C'est vrai, on l'a accusé de difficultés, des déséquilibres mentaux et tout le bazar pour la discréditer. Mais on sent qu'il y a une pression vraie et réelle. Deuxièmement, l'opposant de M. Biya, est-il vraiment opposant pour de vrai? Parce que c'est une personne qui a travaillé avec M. Biya. Il a été ministre lui-même de Biya. Il a profité des ressources que M. Biya a présentées. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Quand est-ce qu'il est devenu opposant? Est-il vraiment devenu opposant parce qu'il veut le bien des Camerounais? Ou bien, en fin de compte, il a réalisé que l'accès qui lui permettait d'avoir ces ressources auprès de M. Biya a été fermé? Dans ce cas, pourquoi ne pas devenir opposant? Ou bien peut-être qu'il veut un peu plus de ce gâteau qu'il a juteux, qu'il a goûté. Ce sont des possibilités qu'on ne peut pas exclure. Il faut te focaliser sur ton pays. Il n'y a aucun pays, tous ces pays-là m'appartiennent. Tout là. Les pays sont des concepts européens qui ont été imposés aux Africains. Donc la réalité ici, on en parlera comme on veut. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que M. Biya veut rester au pouvoir? En tout cas, les prédictions disent que M. Biya est président à 53%. Ce n'est pas encore officiel, pendant que M. Chiroma est à 35%. La partie de Chiroma a évidemment rejeté ce fait, disant que ce sont des mensonges, ce sont des histoires inventées de toutes pièces pour préparer la population civile sur le plan mental et émotionnel. Des rapports suggèrent aussi que M. Biya aurait proposé à Chiroma le poste de Premier ministre, pour apaiser les tensions post-électorales. Premier ministre, c'est grand. Alors, apparemment, il aurait refusé cette proposition. Alors, si vous pensez que c'est par dignité qu'il le fait, ou bien c'est parce qu'il comprend que, Biya, il a 82 ans. Il pourra encore vivre pendant combien de temps? Il suffit de rester patient au lieu de souiller son image en acceptant ce poste pour pouvoir se donner une opportunité. Voilà ce que les gens disent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous avez fait ça? Super. Vous avez jeté un commentaire, balancez un commentaire intelligent. C'est toujours l'objectif de se construire mutuellement. Il y a peut-être des choses que j'ai laissées, que j'ai pas signalées, et que vous savez peut-être mieux que nous. Faites-nous savoir. God bless.